Bonjour à tous, on continue aujourd'hui notre lecture des Cahiers de Douai avec le 20e poème du recueil qui s'appelle « L'éclatante victoire de Sarrebruck, remportée au cri de Vive l'empereur ». Alors c'est un poème qui évoque de nouveau la guerre de 70 et un thème politique. Il s'agit d'un événement de la guerre franco-prussienne, un événement historique. Le 2 août 1870, les troupes françaises battent les Prussiens à Sarrebruck. Ça n'est pas une grande bataille, c'est au mieux une escarmouche. Et c'est un combat bref et sans importance. Mais la propagande impériale, les journaux bonapartistes de l'époque, transforment cette petite altercation en une éclatante victoire pour mettre en avant la gloire de l'empereur. Et le poète, dans ce texte, va se moquer de cette propagande, en dénoncer la tromperie, en mettant en scène des soldats naïfs et ridicules lors de la venue majestueuse de l'empereur. Le poème est, comme de nombreux poèmes de cette partie, un sonnet de quatrain de tercet. Et donc voici le texte. L'éclatante victoire de Sarrebruck, remportée au cri de Vive l'empereur. Gravure belge brillamment coloriée, se vend à Charleroi, 35 centimes. Au milieu, l'empereur, dans une apothéose, bleu et jaune s'en va, raide sur son dada, flamboyant, très heureux, car il voit tout en rose, féroce comme Zeus et doux comme un papa. En bas, les bons piou-piou, qui faisaient la sieste, près des tambours dorés et des rouges canons, se lèvent gentiment. Pitou remet sa veste et, tourné vers le chef, s'étourdit de grands noms. À droite du manet, appuyé sur la crosse de son chasse-peau, sans frémir sa nuque en brosse, et « Vive l'empereur !» Son voisin reste quoi? Un shako surgit, comme un soleil noir, au centre Boquillon, rouge et bleu, très naïf, sur son ventre se dresse et, présentant ses derrières, de quoi? Octobre 70. Alors, ce poème met en avant une visite de l'empereur à ses troupes, représentée sur une gravure, et Napoléon III arrive raide, féroce comme Zeus, mais sur son dada, visiter ces bons piou-piou qui semblent être plutôt une bande de pieds nickelés que des soldats ayant remporté une victoire brillante. Donc on a un certain nombre d'expressions familières. Le dada, il voit tout en rose, doux comme un papa, les bons piou-piou. Pitou remet sa veste, c'est familier avec le pitou, qui est une sorte de surnom ironique. Du Manet, aussi, donc on vous dit dans la note que ce sont des personnages naïfs. Donc Pitou remet sa veste. Vers le chef, un shako surgit. Le shako, c'était le chapeau rigide à visière. Et enfin, la dernière expression familière présentant ses derrières. À côté de ça, vous avez la posture de l'empereur. Dans une apothéose, raide, flamboyant, féroce comme Zeus. Et puis, vous avez aussi, ce que j'ai mis en vert, les postures, en quelque sorte, qui ne sont pas très glorieuses de la part des soldats. Vous avez des soldats qui faisaient la sieste, qui se lèvent gentiment, un peu abrutis quand même, s'étourdit de grands noms, du Manet appuyé sur la crosse de son chasse-peau, donc de son fusil, sans frémir sa nuque en brosse, donc il sent un petit peu presque le vent du boulet, si on peut dire, il sent quelque chose derrière lui, donc il se met à crier « Vive l'empereur » pour pas être réprimandé. Son voisin qui reste quoi? Il reste bouche bée. Boquillon sur son ventre se dresse, donc là il faut imaginer un petit peu la posture, et qui présente ses derrières, donc qui présente son cul, en étant complètement à côté de la plaque. Donc encore une fois, ce sont des personnages, les personnages de soldats qui sont nommés, à chaque fois ce sont des personnages ridicules que l'on trouvait dans les journaux satiriques. Donc le poème, ici, repose sur le contraste entre l'attitude de l'empereur, qui veut être un combattant héroïque, auréolé de gloire, on le dit, féroce comme Zeus, flamboyant dans une apothéose. L'apothéose, c'est la gloire, le triomphe, c'est littéralement
le moment de la montée au ciel et de la divinisation de l'empereur. Un empereur était divinisé après sa mort. Lorsqu'il montait au ciel, il obtenait un statut divin. Et donc, contraste entre l'apothéose de l'empereur et les soldats dont l'attitude est désinvolte, voire même grotesque. Ils sont qualifiés de piou-piou, ce qui enlève tout le côté féroce. Vous aviez cette notion de piou-piou dans le poème À la musique, qui représentait une scène de fanfare militaire. Et ils font la sieste et ils présentent leur derrière. Donc évidemment, on n'est pas du tout dans le cadre d'une éclatante victoire de Sarrebruck. Donc le but de ce poème, c'est de dénoncer la propagande impériale, de faire apparaître Napoléon III comme un usurpateur, en quelque sorte, usurpateur de sa propre gloire, et les soldats comme des personnages grotesques. Donc l'émancipation créatrice là-dedans, c'est à la fois de créer une scène grotesque, étant donné que vous avez la petite notation gravure belge brillamment colorée se vend à Charleroi 35 centimes, on peut imaginer que la scène qui est décrite, c'est ce que nous laisse suggérer le poème, c'est une gravure, la description d'une gravure. Donc dans ces cas-là, on va rentrer dans un exercice littéraire qui s'appelle l'ekphrasis. L'ekphrasis, c'est lorsque un auteur, lorsqu'un texte littéraire décrit un ouvrage artistique. D'accord ? Donc là, l'ekphrasis, alors par exemple, un tableau. Vous avez par exemple l'ekphrasis de Salomé dansant par Huysmans dans À rebours. Donc l'ekphrasis, c'est quelque chose de noble en littérature. Et là, Rimbaud, en quelque sorte, s'émancipe de cette catégorie littéraire, puisque au lieu de décrire un tableau de maître, on décrit une gravure, d'accord, c'est-à-dire une image populaire par excellence. Et à partir de ce texte littéraire, de ce genre qu'est l'ekphrasis, on va faire quelque chose de très novateur, à savoir cette description burlesque des soldats. Et en même temps, donc l'émancipation créatrice pour le côté littéraire du renouvellement du genre de l'ekphrasis, et aussi émancipation politique, donc détachement de la propagande impériale qui se fait à cette époque-là. Donc voilà pour ce texte.